Bonjour et bienvenue chez Finance Innovation où nous avons le plaisir ce matin, donc ce 14 mai, d'accueillir les équipes de l'un de nos membres, Outscale, donc une marque de Dassault Systèmes, plus spécifiquement les équipes de Outscale Business Experience Finance et une invitée, Gillian Régnier de Pictet Asset Services. Et ce matin, nous allons traiter, moi pas du tout, je vais juste vous accompagner sur la matinée. Nos invités vont vous parler de la solution proposée par Outscale, donc qui est une solution unique pour assurer votre conformité SFDR sur un cloud souverain. Alors, ça paraît un peu lourd comme titre, mais c'est une vraie spécificité d'Outscale, donc une marque de Dassault Systèmes, que de proposer à la fois des solutions métiers qui s'appuient sur une infrastructure propre à l'éditeur et qui vous permet, donc une infrastructure cloud, qui vous permet, je dirais, d'avoir la maîtrise de vos environnements et de vos données sur un cloud souverain. Cette matinée va se dérouler en 4 temps. Un point sur la souveraineté et la sécurité des données avec donc Louis-Georges Lopez, qui est Sales Manager IMEA sur la Business Experience Finance de Outscale. S'en suivra donc un propos de Michael Priem, donc expert FinTech, RegTech, principalement appliqué aux problématiques d'investissement et de finance de marché. À la suite de quoi, donc Gabriel Lemel, Head of Business Analyst Outscale, Business Experience Finance toujours, vous proposera une démonstration de l'outil de reporting SFDR et nous aurons le plaisir de conclure avec un retour d'expérience sur une implémentation Outscale et l'utilisation donc par Gillian Régnier, qui est Head of Sustainable Solutions chez Pictet Asset Services et avec qui nous échangerons sur comment cette solution répond à un certain nombre de problématiques que peuvent se poser les asset managers dans le contexte actuel avec l'implémentation donc de reporting SFDR pas encore stabilisé. Puis bien évidemment, nous aurons une session de questions-réponses et je vais tout de suite passer la parole à Louis-Georges sur la problématique de souveraineté et de sécurité. Je t'en prie. Merci Vincent. Donc oui, on va parler de souveraineté de données. Donc c'est un peu particulier, mais c'est une solution de Dassault. Donc c'est ce qui fait que ça soit unique. Et donc on va commencer tout de suite par la partie données. Donc juste quelques chiffres sur les tendances du cloud. Donc ce sont des chiffres qui sont connus par la majorité d'entre vous, je pense. Mais donc c'est un secteur qui est toujours en forte croissance, donc avec des chiffres d'affaires très forts, hein, puisque là on parle de 400 milliards d'euros dans le monde de consommation de cloud, mais il y a déjà quelques années. Donc aujourd'hui, on est plutôt proche des 600 milliards et la tendance ne fait qu'augmenter avec de nouvelles accélérations qui arrivent en termes d'adoption pour notamment l'IA, donc tout ce qui est projet GenAI et d'autres sujets du type hybridité multi-cloud. Donc le cloud est un vrai sujet et avec une forte adoption. Dans le secteur bancaire, en tout cas sur le marché européen, donc celui qui nous intéresse aujourd'hui un peu plus, on constate qu'il n'y a que 15% quand même des traitements qui sont opérés dans le cloud. Et donc dans les 15%, il y a déjà la moitié qui sont plutôt alloués à tout ce qui est opérationnel au sens plutôt messagerie notamment. Donc c'est vraiment une petite partie des opérations des traitements au sens bancaire qui sont opérés aujourd'hui dans le cloud, mais il y a quand même une grosse tendance. Et donc c'est Capgemini qui l'a dit dans une étude récente en mai 2023, qui est en train de s'inverser au sens bancaire pour accélérer l'utilisation du cloud avec de nouveaux risques qui apparaissent en termes notamment de compétitivité avec l'arrivée des InsurTech, des FinTech, hein, et donc qui déplacent un peu le curseur et qui ont déjà adopté le cloud. Donc aujourd'hui, le cloud est de plus en plus mature, sécurisé, et donc ça ouvre de nouvelles perspectives au secteur bancaire, qui était un peu plus frileux, on va dire. Donc le cloud et les institutions financières, donc on pense en tout cas que le cloud est un vrai sujet important pour les institutions financières à différents titres, notamment pour les accompagner sur tout ce qui est transformation numérique, donc leur transformation numérique, tout ce qui est lié donc à la compétitivité. On a parlé des risques qui apparaissaient avec les InsurTech, donc c'est aussi un sujet important
pour les grands acteurs de pouvoir être de plus en plus compétitifs donc sur le marché, et également s'adapter à tout ce qui est réglementation, puisque la réglementation continue à évoluer, et le cloud est aussi une solution pour être scalable et pouvoir s'adapter à ce marché en évolution. Par contre, les institutions financières doivent quand même évaluer. Donc, comme on sait, les institutions financières ont un peu de mal à aller dans le cloud. Donc, il faut quand même qu'on évalue un certain nombre d'éléments. Donc, la capacité, évidemment, des fournisseurs de cloud. Donc, ça, c'est un sujet. La partie sécurité, donc qui est un vrai sujet important pour les institutions financières. Pas que pour les institutions financières, mais particulièrement pour elles. Et tout ce qui est conformité au sens réglementation, puisque les réglementations sont un peu différentes d'un pays à un autre, et au sens européen ou mondial. Et au-delà de ça, il y a un vrai sujet quand même latent, qui est la contrainte juridique. Donc on en parle de plus en plus. C'est pour ça qu'on a titré la partie souveraineté, puisque ça reste quand même un réel obstacle pour les institutions financières pour franchir le pas, de déposer leurs données sur un cloud, et donc avec notamment tout ce qui est Patriot Act, Cloud Act, donc sur la partie américaine, mais d'autres réglementations assez similaires sur d'autres zones, donc du type Chine et Russie. Donc c'est aussi un vrai sujet pour les institutions financières au moment de passer le cap. Et il y a quand même des solutions qui sont mises en place. Donc au niveau européen, donc je vais vous en citer quelques-unes. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails puisque j'ai 5 minutes, donc ça ferait l'occasion de discuter pendant plus d'une heure sur ces sujets. Mais Gaia X, donc un projet européen qui est né en 2020 pour créer donc des infrastructures européennes autour du cloud, de la souveraineté européenne. RGPD que vous connaissez tous, donc depuis 2018, e-Privacy Regulation qui est en cours et qui va complémenter la RGPD. Et aussi un point important et qui est aussi très important pour Dassault et pour Outscale, c'est Secnum Cloud, donc qui est une qualification de l'ANSSI, donc l'organe de cybersécurité français, qui qualifie donc les hyperscalers du marché avec une qualification dite Secnum Cloud, donc 3.2, c'est la dernière version, et donc qui qualifie les cloud providers par rapport à leur sécurité, évidemment, mais également par rapport à la souveraineté. Donc, il y a quelques acteurs aujourd'hui sur le marché français, et Outscale Dassault est d'ailleurs le premier à avoir été qualifié sur la dernière version 3.2 sur le marché. Donc, on est fiers d'avoir cette qualification, et c'est grâce à ce type de solution qu'on peut proposer aux institutions financières de venir déposer leurs données sur un cloud provider de confiance qui saura protéger finalement la donnée de tout ce qui est extraterritorialité, j'ai toujours du mal avec ce mot. Et on a aussi au niveau européen donc le UCS, qui est donc quelque chose qui est en train d'être mis en place et qui se rapproche assez sensiblement de Secnum Cloud en termes de qualification, mais qui est en cours de débat. Voilà, je vais pas m'éterniser là-dessus puisque c'est un sujet qui est en cours. Avant de passer la main à notre expert Mickaël, je voulais juste vous donner quelques informations quand même par rapport à la différenciation de l'offre Outscale. Donc aujourd'hui, et vous le verrez par rapport à déjà cette première solution spécialisée sur le reporting des SFDR, que pour nous la chose unique quand même qu'on a sur le marché, c'est la capacité à fournir des solutions en mode SaaS sur notre propre IaaS, sur notre propre cloud, donc avec cette dimension souveraine. Et donc aujourd'hui, on a la chance de pouvoir discuter sur la solution SFDR, et je vais tout de suite passer la main sans tarder à Mickaël, notre expert. Donc Mickaël Priem, expert FinTech. Juste quand même un tout petit point, ça tu l'as évoqué, l'aspect certification Secnum Cloud 3.2 délivré par l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, ça n'est pas rien. Vous avez été les premiers, et cette problématique de résilience des infrastructures, c'est quelque chose qui commence à être un point impactant pour tout le monde, mais c'est une vraie, dans le contexte actuel mondial, c'est d'une certaine façon alors peut-être pas une garantie de service, mais en tout cas un bon moyen de se protéger par rapport à des menaces tierces. C'est une vraie alternative. Donc une maturité sur le marché qu'il n'y avait pas il y a quelques années, et aujourd'hui c'est une vraie alternative au marché pour que les acteurs qui ont des données un peu critiques, sensibles, puissent poser des données sur un cloud, Secnum Cloud. Et aujourd'hui Dassault a la chance d'avoir cette solution unique. En tout cas, on est les seuls à avoir cette qualification Secnum Cloud sur la partie cloud public aujourd'hui sur le marché français. Très bien. Merci Louis-Georges. Mickaël ?
Bonjour Vincent. Alors moi, bon, je peux avoir s'il te plaît. Oui, merci. Mon intervention va viser un peu à faire un constat, Vincent, pardon, ouais, sur, voilà, il y a eu CSRD, et bien sûr SFDR est complètement lié à CSRD. Toutes les acteurs du marché de la gestion d'actifs, les asset serviceurs, les asset managers ont dû se conformer à SFDR et au reporting associé, précontractuel, ET. Et mon intervention vise un petit peu à faire un constat, un bilan suite à, on va dire, ces premières productions, en essayant de pointer quelles ont été vraiment les difficultés rencontrées lors de cette première phase, on va dire. Alors, comme tu le sais, le reporting réglementaire, c'est un peu mon cheval de bataille depuis quelques années, et on se rend compte que c'est toujours la même histoire. Les réglementations vont croissantes, et quand elles sortent, eh ben c'est un peu panique à bord. Chacun a son interprétation. Les deadlines, plus on s'approche, plus on essaye de faire du lobbying pour les repousser et avoir un peu plus de temps, de s'ériger contre l'ensemble des coûts que ça induit, et celle-ci ne se réduisent pas. C'est toujours middle back. C'est toujours pareil. Là, on sait qu'il va y avoir des updates sur le level 1, level 2, mais on ne sait pas vraiment quand est-ce que ça va sortir. On sait que l'année prochaine, les grandes entreprises vont être vraiment là contraintes à se mettre vraiment sur les annexes CSRD, avec pour l'instant un format qui est pas vraiment uniformisé, ou du moins pas électroniquement. Et puis l'autre difficulté, c'est aussi très bien, j'essaye à peu près de voir ce que je dois avoir comme résultat. Je sais que mes petits copains sont pas toujours la même interprétation, et ça amène aussi de la confusion. Mais à ce moment-là, je remonte un peu la pente, et de quelles données ai-je besoin? Et là, on s'est rendu compte que je crois qu'à la dernier recensement, lors de votre intervention, je crois, au pavillon Gabriel, il y a 1 an et demi, c'est ça? On avait déjà recensé 300 fournisseurs de données ESG, et certainement il s'en est créé depuis. Donc, il est aussi un peu difficile de savoir qui prendre en fonction de mes besoins et des attentes réglementaires. Ensuite, comment je m'y retrouve, parce que j'ai des besoins dans ces données au niveau front, mais bien sûr au niveau middle back, pour me conformer à faire cette production de reporting réglementaire. Et puis, il y a toujours cette alors j'ai marqué Managed Services versus SaaS, mais c'est peut-être aussi versus développement maison. Donc il y a beaucoup d'acteurs qui au départ disent bon on va essayer de bricoler ça in-house, et puis après ils disent non mais je vais peut-être quand même prendre un outil, mais je vais essayer de garder le contrôle, et puis au fur et à mesure du temps il y a aussi dit non finalement la patate chaude je vais la donner à quelqu'un d'autre. Et donc il y a toujours des choix aussi un peu compliqués à faire au sein de l'organisation pour savoir comment je vais me débrouiller pour me conformer en temps et en heure à cette nouvelle réglementation. Alors, par rapport à ces pain points, moi j'ai essayé de me mettre un peu à la place de la personne qui est en charge de faire ces reporting. Et donc par rapport aux pain points, ce qu'on appelle les pain relievers ou les gain creators, n'est-ce pas, et de voir comment ce que j'attendrais d'une offre qui me permettrait d'alléger un petit peu ces contraintes. Donc de fluidifier finalement les process, que ça soit de la collecte, et de m'accompagner, analyse, restitution, et de m'accompagner aussi. Voilà, de m'accompagner. Le premier point, c'est un peu ça, c'est d'apporter aussi un peu du conseil,
des discussions permettant de savoir ce que mes concurrents font, bien sûr de disposer d'un outil qui va évoluer au fur et à mesure que la réglementation va se préciser ou va elle-même évoluer, et on sait que bien sûr elle va évoluer, ça c'est même pas une question. Et puis, bien sûr, avec toutes ces sources de données, j'en ai déjà en interne, je vais en reprendre d'autres en externe, une, voire peut-être souvent même plusieurs. J'ai besoin aussi un peu de jauger la qualité, de voir si j'ai des trous dans la raquette, de comparer et là, à ce moment-là, l'IA sur la data peut être aussi une bonne alternative pour scorer. Et pour un petit peu uniformiser l'ensemble des sources de données avant de faire le travail à proprement dit de reporting. Alors oui, Vincent, tu sais que depuis 3 ans, j'ai émigré un peu de Paris vers la côte basque, donc c'est à côté de l'Espagne, et je vous ai mis des petits mots pour vous montrer à quel point j'avais progressé en espagnol. Donc c'est après la démystification, l'intelligence artificielle. C'est pas mal, hein? Oui, pas mal. Enfin, non pas enfin, last but not least, comme disent les Anglais, on attend aussi qu'un outil intègre un workflow collaboratif qui permet aussi d'ordonnancer l'ensemble des tâches de mes équipes, déjà en interne, avec mes fournisseurs externes, mais aussi, bien sûr, à la fin, d'être connecté directement aux régulateurs, enfin à ceux à qui je dois envoyer au final ces reporting pour encore une fois industrialiser, automatiser, fluidifier toute la chaîne de traitement de ces reporting. Et enfin, je dirais le dernier point, après la liste aurait pu être beaucoup plus longue, mais j'ai essayé de cerner vraiment pour moi les points les plus importants. Surtout quand on a des gros volumes de production, de disposer de dashboards pour suivre, monitorer cette production. Et il y a une chose qui est connue, c'est la date limite d'envoi des reporting. Et donc de pouvoir à chaque fois calculer un rétro-planning qui va s'ajuster en fonction des aléas. Est-ce que j'ai bien reçu mes données? Est-ce qu'elles sont de qualité ou pas? Propre, et au fur et à mesure que le système puisse m'alerter en me disant là attention, t'es en zone t'étais vert, mais là t'es en zone orange et il faut peut-être scaler et passer à quelque chose d'un peu plus tendu au niveau pour que mon fournisseur, pour que mes équipes, pour que voilà, mon comptable, mon dépositaire m'envoie les bonnes données ou que mes équipes fassent le travail vraiment à temps pour que je sois dans les clous. Et c'est ce que j'ai marqué. Oui, l'anticipation. Anticipation. Très bien. Et satisfaire l'autorité de marché préférée. Parfait. Et là, je vais laisser la parole à Gabriel. Voilà. Merci, Michael. Après avoir mis en avant les différents points et toutes ces contraintes auxquelles doit penser un asset manager, on va passer à la démo. Je vais vous laisser un tout petit instant. Alors, on a 2 slides avant la démo, il me semble. Donc, je vais présenter l'application telle qu'elle est à peu près aujourd'hui en production chez notre client Pictet. Puis, je reviendrai sur les besoins évoqués par Michael et on verra comment, dans notre stratégie produit, on cherche à continuer à répondre à ces besoins. Et donc, tout d'abord, une petite introduction sur SFDR. SFDR, c'est quoi? C'est d'abord une classification en 3 catégories pour les fonds. Les articles 6 qui n'ont pas de composante ESG et les 8 et 9 qui promeuvent des caractéristiques ESG. Et pour ces articles 8 et 9, on impose une transparence sur le processus de choix d'investissement des assets et notamment 4 nouveaux reporting, les pré-contractuels disclosure qui sont une annexe au prospectus et on va expliquer nos objectifs en termes de stratégie sustainable. Les periodic disclosure, on va faire état pendant la période de quels ont été les résultats par rapport à mes objectifs émis dans le pré-contractuel. Et enfin, les
Principal Adverse Impact, qui vont être une quantification de l'impact de mon fonds, qu'on va retrouver dans un template appelé EET, qu'on retrouvera plus tard, et les Website Disclosure, qui sont une obligation d'avoir sur un site internet le résumé des risques sustainable de mon fonds, mais aussi des engagements de l'asset manager. Donc tout de suite, on va voir sur un schéma comment la solution permet de générer ces 4 reportings, et ensuite on passe à la démo. Tout d'abord, on importe les flux de notre client, donc le référentiel fonds et les positions de tous ces fonds. On permet, grâce à notre plateforme collaborative en ligne, de saisir des informations et notamment des formulaires qui guident l'utilisateur dans la rédaction des précontractuels périodiques et website disclosure, ce qui nous permet de générer en format Word et PDF donc ces documents précontractuels et périodiques, mais aussi de mettre à disposition une API où notre client va venir piocher les données à jour pour exposer ces fameux website disclosure. Et enfin, selon les besoins, on va importer les données ESG qui vont nous permettre d'orchestrer le calcul des PAI et de proposer la distribution des EET chaque trimestre avec donc ces PAI qui sont à jour. Et finalement, une petite particularité pour le Luxembourg, la CSSF impose en plus des PDF de recevoir un format électronique, donc JSON, directement sur leur serveur S3. Et donc notre solution permet la connexion automatique au régulateur. Alors, on va passer sur la démo. Ouais. La démo. Pardon ? Ouais, c'est un client web qui est hosté sur notre cloud. Je t'en prie, Gabriel. Une seconde, est-ce que tu peux remettre au début peut-être ? Voilà, parfait. Donc, je vais vous présenter une application démo qui est similaire à ce qui est en production aujourd'hui chez Pictet. Donc, on voit ici un écran qu'on a appelé le dashboard global qui va être en fait un peu la tour de contrôle pour les équipes réglementaires pour savoir où elles en sont de chacun des 4 rapports dont on a parlé. Et la barre en bas, on la garde. OK. Donc ici, on a des dashboards qui permettent aux utilisateurs de filtrer la liste des fonds qu'on voit en bas, qui va permettre aux utilisateurs de savoir sur quel fonds ils doivent faire des actions. Donc ici, on va retrouver les différents statuts du précontractuel. Donc on va de la génération d'un draft à la validation en interne, à la validation ou le rejet du régulateur. Pareil pour le périodique qu'on voit à droite. Et sur cette liste, on va retrouver à la fois la classification de mes fonds, mais aussi les statuts de ces 4 reporting. Donc le statut du précontractuel, le statut du périodique, le statut des website disclosure et enfin le statut des EET qui vont être mis à jour automatiquement par des process ou mis à jour par des validations d'utilisateurs ou de la CSSF. Dans cette liste, je vais pouvoir aussi double-cliquer pour rentrer dans le détail d'un fonds et pouvoir accéder à toute ma documentation réglementaire de ce fonds. Donc ici, sur ce fonds démo qu'on a sélectionné ici, on va retrouver mes 4 rapports avec toutes les informations nécessaires pour savoir où j'en suis et visualiser l'historique de la documentation de ces fonds. Donc ici, on va trouver pour le précontractuel la liste de tous les documents qui ont été générés dans la plateforme avec leur statut. Donc, on va pouvoir retrouver les anciens documents et le document actif ici. On va pouvoir visualiser et télécharger les documents. Donc ici, c'est un précontractuel qui a été généré dans la plateforme. Et on va voir juste après comment remplir ce précontractuel avec les formulaires collaboratifs. Donc ici, en double-cliquant sur ma ligne,
je vais avoir mon formulaire collaboratif où en fait l'utilisateur va être guidé dans la complétion de ce précontractuel. Ici, les utilisateurs vont collaborer, valider, changer de version. Et on peut retrouver un versionning qui nous permet de savoir quel utilisateur a modifié quelles données à quelle date et de pouvoir revenir à une version précédente si nécessaire. Donc, c'est une fonctionnalité particulièrement utile en cas d'audit ou pour savoir quand une modification a eu lieu. Ici, on a un onglet spécifique à la CSSF, puis comme j'ai dit, la CSSF attend un format électronique. Donc, on va retrouver l'historique de ce qui a été généré pour envoi à la CSSF et ce que la CSSF a répondu. Donc, dans notre cas ici, la CSSF a rejeté l'envoi et on a un message d'erreur qui nous explique pourquoi elle a rejeté. Ici, un champ a été mal rempli. Donc, dans ce cas-là, l'utilisateur va revenir sur le formulaire, faire l'ajustement et va pouvoir réenvoyer à la CSSF avec ce bouton ici et recevoir le feedback pour finalement valider le fond côté CSSF. Pour les periodic reports, on va retrouver à peu près le même fonctionnement. Donc on retrouve ici le document généré dans la plateforme qui sera donc une annexe du rapport annuel, en tout cas c'est périodique. On retrouve la liste de tous les documents qui ont été générés. Donc, on va retrouver les périodiques des années précédentes, par exemple. On retrouve l'onglet CSSF qui marche exactement de la même manière que pour les précontractuels, finalement. Et de la même façon, on va pouvoir rentrer dans le formulaire pour collaborer sur le remplissage de ce périodique. On retrouve toujours le versionning qui nous permet de savoir qui a modifié quoi à quel moment. Le prochain reporting, ce sont les website disclosures. Pour les website disclosures, nous générons ce qu'on appelle un short summary, donc qui est un document sur 3 pages que nous mettons à disposition par API à notre client pour l'exposer sur son site internet. Et nous proposons aussi un formulaire qui permet de répondre à toutes les catégories exigées dans les website disclosures. Ici, on va voir un exemple où on utilise ce qui a été rempli dans le précontractuel pour pré-remplir les website disclosures, puisqu'il y a une similarité de certaines questions entre les précontractuels et les website disclosures. Donc, tout le long de l'application, on va chercher à faire gagner du temps aux utilisateurs. Et ça, c'est un exemple où on essaie de pré-remplir des données pour l'utilisateur. Enfin, les EET. Donc, on génère automatiquement chaque trimestre une nouvelle version des EET pour refaire le calcul des PAI et pouvoir notamment envoyer aux distributeurs les PAI à jour pour MiFID notamment. Donc ici, on va retrouver ma liste de PAI, ma liste des EET, et je vais avoir un formulaire. Donc le format EET, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un CSV qui contient énormément de champs. Le travail qu'on a fait, c'est d'essayer de rendre la visualisation et l'édition de ce format facile. Donc là, le format ET attend des valeurs comme A, AA ou B. Nous, on explique à l'utilisateur que B, ça veut dire EU Grid Bond Standard, par exemple. Et la logique de ce formulaire, c'est de toujours aider au maximum l'utilisateur dans le remplissage de l'ET avec une explication du champ, des affichages de champs conditionnels en fonction des réponses aux autres champs. Et on va retrouver de la même façon le versionning. Ce qui est intéressant ici, c'est que on retrouve les modifications des utilisateurs, mais aussi les modifications des process automatisés, notamment les intégrations de fichiers ou les liens entre le précontractuel périodique et les EET. Maintenant, on va voir, pour finir, un EET généré dans la plateforme. Donc, ça se présente comme ça. C'est pour un compartiment. Chaque ligne représente une share class. Et on va voir les fameux PAI. Donc, un exemple de PAI, c'est les émissions de gaz à effet de serre.
Donc, on retrouve ici la valeur en tonnes. On retrouve si ce PAI rentre dans la stratégie d'investissement du fonds. Le coverage, donc c'est-à-dire les données qui étaient disponibles pour faire ce calcul, et les assets, le pourcentage d'assets éligibles au calcul. On est bon pour la démo. Et maintenant, on va voir les avantages de la démo les avantages de la solution actuelle sur la prochaine slide. Et ensuite, je vais répondre aux points soulevés par Michael avec notre stratégie produit. Donc rapidement, Pardon, je disais merci. Rapidement, pour revenir sur les avantages de la solution, comme on l'a vu, on intègre plusieurs sources de données, ce qui permet d'avoir une espèce de golden database qui est en plus hostée sur un cloud souverain. On permet une collaboration et une contribution de toutes les équipes avec des profils différents, des accès différents dans une même plateforme. On adapte notre logiciel, nos solutions à la réglementation, et notamment dans le cas de nouveaux formats d'EET ou dans le cas de modification de la réglementation, on s'adapte rapidement pour adapter les formulaires, adapter les process et adapter les reportings de sortie. Nous proposons des automatisations qui permettent de faire gagner du temps aux utilisateurs en fonction de ce que nous remontent les utilisateurs de nos clients. Enfin, on se lie avec les régulateurs de façon automatisée, comme vous l'avez vu, et le versionning permet de faciliter les audits pour nos clients. Donc maintenant, je vais revenir sur chaque besoin évoqué par Michael. Le premier, c'était de suivre et d'anticiper les évolutions de la réglementation. Donc pour ça, nous mettons en place une veille réglementaire en interne avec nos équipes légales, avec les réunions de place, avec le club utilisateur en construction dont Pictet fait partie, et avec nos partenaires comme Deloitte Luxembourg ou Agama qui nous aident dans cette veille réglementaire pour être pour anticiper ces évolutions. Ensuite, comme on l'a dit, notre produit évolue en continu, donc la stratégie, c'est vraiment que les fonctionnalités du produit collent toujours aux évolutions de la réglementation. Le prochain besoin, c'est de comparer les sources de données. Donc pour ça, on imagine un contrôle de cohérence entre différentes sources, donc entre les providers ESG, entre les PDF, donc des documents existants comme les précontractuels périodiques ou des documents marketing, avec les flux internes. Et on réfléchit à un écran de similarity matching qui permet en fait de faire matcher différentes sources de données qui sont peut-être formatées différemment. Et donc c'est pour ça que Michael parlait d'IA. On peut faire matcher des données qui n'ont pas exactement la même forme pour repérer des différences si le matching n'est pas exact. Ensuite, pour compléter les sources de données, donc nous intégrons les données de marché ESG, mais en plus nous voulons extraire des données grâce à nos algorithmes d'IA qui permettent de lire depuis des PDF et d'extraire des caractéristiques du fonds. Donc, on peut penser notamment aux précontractuels et périodiques qui vont nous permettre de pré-remplir l'EET, qui permettent aussi d'onboarder de nouveaux clients sur la plateforme, mais aussi au rapport annuel, puisque, comme l'a dit Michael, la réglementation CSRD va nous permettre de récupérer des données utiles pour générer les PAI. Enfin, pour intégrer un workflow collaboratif connecté avec les autorités, donc comme vous l'avez vu dans la démo, on a déjà cette fonctionnalité, mais nous voulons aller plus loin en représentant chaque action des équipes internes et externes, donc les générations et les validations des autres acteurs, et à se connecter à encore plus de systèmes des autorités de marché, puisque nous pensons que la tendance va à connecter les systèmes entre eux pour automatiser les validations. Donc Michael a parlé de suivre la production et de pouvoir alerter les équipes en cas de retard potentiel sur la génération de ces rapports. Nous voulons fournir un plan d'action détaillé par fonds, donc avoir les prochaines étapes de génération de chaque document pour chaque fonds,
mais aussi de fournir un rétro-planning sur la génération d'un document. Donc, par exemple, si je dois générer mon périodique au 31 mars, je vais m'attendre à avoir les données en février pour pouvoir générer mon rapport. Et si l'intégration des données ne s'est pas faite en février, je vais remonter une alerte aux équipes concernées pour leur dire attention, j'ai besoin des données, sinon je vais être en retard pour générer mon rapport. Maintenant, je vais passer la main à Gillian qui va nous faire un retour d'expérience sur la solution que vous venez de voir. Très bien, merci Gabriel. C'était clair, je pense qu'on va plus s'intéresser maintenant à Pictet Asset Services. On comprend bien l'intérêt de la solution. Et par rapport à votre collaboration, vous aviez des problématiques. Il y a toujours, je dirais, dans ce contexte complètement fluctuant des problématiques en cours, mais à quelles problématiques faisiez-vous face? Et d'une certaine façon, quels sont les premiers bénéfices immédiats que vous avez tirés de cette collaboration avec Outscale, Gillian? Merci. Je pense que les problématiques, que ce soit, Mickaël, ou vous avez vraiment mis le point sur le réel problème qu'on a eu initialement, c'est la compréhension et l'interprétation de SFDR. Avec toute nouvelle réglementation, c'est toujours les mêmes problèmes. Il faut l'étudier, il faut la comprendre, il faut savoir comment on va l'appliquer. Et j'ai envie de dire qu'avec SFDR, c'était encore plus complexe. Nous, en tant on a une activité d'administrateur de fonds, et donc ça implique de répondre à des besoins clients et de les accompagner. Au niveau SFDR, donc la classification, article 8, article 9 et toute la partie reporting. Donc nous, il a vraiment fallu que on mette le nez dedans et qu'on interprète cette réglementation et savoir comment on allait l'appliquer. Donc je pense que ça, c'était la première problématique à laquelle on a fait face et on a eu besoin de beaucoup de clarification, on a eu besoin de beaucoup d'accompagnement au niveau groupe, par des consultants externes, etc. Et ça a été vraiment un gros work in progress et ça l'est encore parce qu'il y a encore des évolutions, il y a encore des nouveaux Q&A, il y a encore des changements qui vont avoir lieu, donc c'est pas fini. Donc ça, c'est la première problématique à laquelle on a fait face, donc c'est plus côté analytique. Et ce qu'on a remarqué aussi, c'est la différence d'interprétation selon les asset managers, selon les asset serviceurs de la réglementation. Et ça n'a pas facilité la donne pour nous, parce que notre interprétation de certaines définitions, comme par exemple sustainable investments, n'était pas forcément l'interprétation que faisait le régulateur. Donc là encore, beaucoup d'allers-retours entre le régulateur, entre nous, pour qu'on arrive à cadrer cela et à pouvoir accompagner nos clients de la bonne manière. Donc ça, c'est, on va dire, les problématiques analytiques. Ensuite, il y a la problématique technique. Il faut adapter une réglementation juridique et arriver à l'automatiser. Donc on parle d'arriver à faire quelque chose de binaire sur une réglementation juridique, et ça, c'est pas notre core business. Donc là, on avait vraiment besoin d'un accompagnement pour développer une solution technique qui arrive à faire ça, qui arrive à mettre ce cadre, qui arrive à automatiser la donnée, qui arrive à traduire dans des formats spécifiques toute cette réglementation. Et c'est là où clairement la collaboration avec Outscale a été très bénéfique pour nous. On a pu se concentrer sur notre core business qui est l'accompagnement de nos clients pour cette classification, pour ce reporting, parce qu'ils ont su justement automatiser les réponses à nos problématiques et réussir à produire du reporting qui soit en ligne avec ce qu'attend le régulateur. Donc ça, pour nous, c'était vraiment le bénéfice principal. Je pense que la collaboration, l'écoute, la réactivité de leur part, nous, on était très à l'affût de tout ce qui est veille réglementaire et des évolutions, donc on leur faisait part de nos réflexions en leur disant voilà ce qu'on voit, est-ce que vous arrivez à le traduire techniquement, et leur réactivité a vraiment été au rendez-vous, et ça pour nous c'est essentiel d'avoir cette collaboration quelque part tailor-made qu'ils ont pu nous apporter et qu'ils continuent à nous apporter encore aujourd'hui. Très bien, donc du coup vous aidez à passer de la compréhension, enfin de l'analyse, la compréhension à l'intégration complète et finalement
vous recentrer sur vos activités processus métiers de façon intégrée avec à la fois un outil qui permet de comprendre, d'anticiper, d'enregistrer au sens où de traduction de ces inputs finalement très très littéraux juridiques en données traitées par vos équipes métiers au service de vos clients. Exactement. Très bien, merci beaucoup. Oui, alors du coup, on parle de la réglementation, mais finalement, on constate qu'on a des réglementations, enfin plusieurs. On n'a pas non plus, vous êtes européen, donc autorité de marché, ça ne veut pas forcément dire seulement AMF, c'est CRD, enfin c'est parmi les 26 européennes, je pense que vous devez interagir avec un certain nombre d'entre elles. Comment est-ce que vous voyez l'évolution? Alors, je dis de la réglementation, mais c'est finalement de la réglementation et de ses déclinaisons, dans ce cas de SFDR, dans les années à venir. Gilliane. Alors, SFDR, je pense que c'est clairement, on le voit, ça a été le début. On voit SDR au UK, on voit même les États-Unis, dans une moindre mesure, qui arrivent avec leurs climate rules. En Asie aussi, quelques petites réglementations sur la finance durable. Donc, je pense que on va aller encore plus loin. Là, on a CSRD l'année prochaine, qui va permettre plus de transparence. Et on va aller encore plus dans cette direction de plus de transparence, plus de reporting, plus de comparabilité et globalement, je pense, plus de responsabilisation du secteur de la finance sur ces problématiques de durabilité. Ce qui va découler de ça, c'est aussi, je pense, le régulateur va certainement être beaucoup plus exigeant. Jusqu'à présent, on était encore dans de la clarification, de l'interprétation. Je pense qu'on va arriver dans le renforcement de l'application de la réglementation et je pense que CSRD va dans ce sens-là. Ce qui veut dire que nous, de notre côté, en tout cas en tant que Pictet Asset Services ou notre management company, on va devoir être encore plus exigeant dans notre fourniture de reporting et dans notre accompagnement client parce que je pense que le régulateur pourra renforcer les mesures de conformité de manière un peu plus drastique, ce qui peut impliquer aussi des sanctions. Donc, il faudra faire, je pense, un petit peu plus attention. Donc ça, c'est sur la partie, on va dire, reporting, transparence. On parle aussi beaucoup de fonds. Là, on va parler des entreprises. Je pense que cette transparence, elle va aussi se décliner sur beaucoup plus d'autres classes d'actifs. Je pense que ça va être la tendance et certainement aussi de nouveaux indicateurs. C'est vrai qu'aujourd'hui, on parle beaucoup du climat. Les autres indicateurs sociaux, de biodiversité, nature, je pense que ça va aussi se décliner en termes du nombre d'indicateurs sur lesquels il faudra reporter également. Oui, donc de nouvelles métriques et du coup, de nouveau, une problématique d'interprétation. Enfin, en tout cas, d'interprétation, de nomenclature, de classification, d'entretien et d'alimentation des données. Oui. Du coup, et par rapport donc à ces travaux et cette anticipation, je crois la dernière question qui me vient à l'esprit, c'est quel conseil peut-on donner à notre écosystème, finalement à vos confrères, pour optimiser l'intégration des reporting SFDR dans les process, avec ce contexte de réglementation en évolution, de CSRD dont on ne sait pas encore si ça va automatiser et permettre de fournir d'autres datasets finalement plus directs ou pas. Comment est-ce que vous voyez l'avenir en termes dans ce contexte de production? Je pense que ce qui est essentiel, c'est de booster ces équipes pour bien appréhender la réglementation en premier lieu, de bien suivre la veille, de faire une vraie veille réglementaire, de faire partie de groupes de travail, de s'entourer des bons experts. En tout cas, sur cette partie, je reviens sur l'analytique versus le technique, mais vraiment d'être toujours above market practice sur tout ce genre de choses pour une excellente compréhension et pour pouvoir se focaliser sur son process métier, en tout cas, nous, c'est l'accompagnement du client. Donc, ça, c'est la première chose. Ensuite, le nerf de la guerre, c'est la donnée. Donc là aussi, il faut s'équiper sur la donnée. Mickaël, tu disais tout à l'heure, il y a pléthore de fournisseurs de données. Bien les sélectionner, bien sûr en lien avec sa stratégie ou en lien avec la stratégie de ses clients. Mais ça aussi, je pense qu'il faut avoir les sources de données nécessaires
pour pouvoir répondre aux exigences. Donc ça, c'est la deuxième chose. Et la troisième chose, et ça, je pense que personne ne pourra faire sans, c'est l'aspect technique, l'aspect outil, que ce soit du SaaS ou du Managed Services, mais en l'occurrence, d'avoir les outils de production nécessaires à ces reporting les plus automatisés possibles et si possible aussi de développer toute la partie IA qui permettra du gain de temps, du gain d'argent pour, encore une fois, se focaliser sur son corps métier en tant qu'asset manager ou asset owner ou asset serviceur et capitaliser finalement sur des partenaires techniques qui vont nous permettre d'avancer peut-être plus rapidement que les autres. De progresser en étant sur son cœur d'activité. Merci beaucoup, Gilliane. Je crois qu'on a eu une vision assez panoramique de comment vous appréhendez et répondez ensemble à ces problématiques alors j'allais dire cette contrainte, à ce cadre qui est SFDR. Je vais vous proposer maintenant de passer aux questions-réponses si vous en avez. Merci. Est-ce que je ne sais pas si ma collègue a des questions dans la salle ou en ligne? Donc oui. Je vais lancer la boîte pour la visibilité. Tout à l'heure, vous avez parlé de choisir les données. C'est très important. C'est aussi bien important pour la prochaine qu'on l'IA partout. Et en même temps, on sait très bien que l'IA, c'est une véritable source de ne pas respecter la propriété intellectuelle, d'être une source de ne pas respecter les données de l'entreprise stratégique. Donc, lorsque vous dites que vous allez choisir la data, est-ce que vous allez la fermer et appliquer des outils d'IA? Comment vous allez appliquer des prompts, des solutions IA pour la data, sans forcément perdre l'aspect stratégique de l'entreprise? Je vais essayer de reformuler et de restituer. Donc la problématique de finalement de comment est-ce qu'on implémente une IA dans un outil de supervision, collecte, agrégation de données, en faisant en sorte de retracer la propriété et l'origination de la donnée qui est exploitée dans les processus, avec cette problématique qui est de finalement la confrontation de données hétérogènes. Est-ce que ça résume bien? Je pense, Gabriel, je te propose de répondre à la question. Donc la question c'est, en fait, je comprends pas vous avez peur de quoi? L'enjeu des entreprises qu'on voit, par exemple, les accords de Financial Times ou OpenAI, c'est un accord de pas d'agression, pas de vol de données. Les entreprises maintenant sont en train de dire est-ce qu'on va quitter le cloud ou pas, est-ce qu'on va rentrer dans le cloud. Donc il y a quand même un enjeu de protéger les données de l'entreprise. Et en même temps, on a besoin d'utiliser des outils d'IA. Soit on a un outil d'IA propriétaire, soit on essaie d'avoir un accès vraiment personnalisé à ceux qui ont la possibilité d'avoir. Ok, donc en fait ça concerne les large language models qui utilisent des données. D'ailleurs, c'est ça donc nous quand on parle d'IA, donc déjà pour extraire les données des prospectus, on utilise des données qu'on entraîne nous-mêmes, donc on contrôle la donnée d'entraînement. Quand on parle de réconciliation de données avec l'IA, en fait on n'utilise pas de large language model, donc c'est pareil, c'est des données que nous avons choisies pour l'entraînement. Après, effectivement, et on n'en a pas parlé dans la démo, mais nous réfléchissons à utiliser de l'IA générative et donc des large language models pour aider l'utilisateur dans notamment la rédaction des périodiques ou des précontractuels. Et là, effectivement, se pose la question des données qu'on va utiliser et on a besoin d'entraîner sur un gros volume de données de périodiques, de précontractuels. Et l'avantage, c'est que ces données sont disponibles sur Internet puisque ce sont des disclosures qui sont publiques. Donc, on peut imaginer que nous, on s'entraîne sur les données disponibles publiquement et en plus, on peut
contrôler, comme ce sont nos modèles, l'entraînement de la donnée et fine-tuner sur, par exemple, le type d'asset manager. Si c'est un asset manager au Luxembourg, on va plutôt faire un modèle luxembourgeois et ainsi de suite. Est-ce que ça répond à la question? Et juste pour compléter, l'idée aussi, comme l'a dit Gabriel, c'est de prendre de la donnée publique. Hein. C'est pas d'aller parser de la donnée privée. Et essentiellement pour cette réglementation SFDR, c'est l'annexe SFDR ou CSRD, pardon, des rapports annuels des sociétés cotées qui sont totalement publiques. Et c'est dans cette annexe-là qu'on va récupérer tout un tas d'informations très intéressantes pour aller compléter des fournisseurs de données ESG externes ou alors des bases de données en interne. Moi, je vais juste rajouter quelque chose. Outscale, par rapport à son cloud, à son offre cloud, a également une offre de GPU, Sequum Cloud. Donc, on a aussi la possibilité de proposer à nos clients la capacité, notamment de faire de l'inférence IA, pas forcément de l'entraînement, puisque c'est pas là où on va avoir la criticité de la donnée, mais vraiment sur l'inférence. Tout à fait. Donc, c'est du cloud public, donc c'est très facile. C'est à la demande, vous payez ce qu'on appelle pay per use. Voilà. Donc, on est les seuls d'ailleurs sur le marché à avoir une offre GPU Sequum Cloud. Très bien, merci. Merci. Alors, on a deux questions, une question dans la salle et une question en ligne. La question, je prie de m'excuser, je vais commencer par la question en ligne. Alors, y a-t-il d'autres donc la question s'adresse principalement à Outscale Business Experience Finance. Faites-vous d'autres types de reporting réglementaire? Je crois en fait c'est surtout lesquels parce que ouais, donc effectivement, on a notamment on a fait une présentation au Palais Brongniart lors des AM Tech Day où on a présenté notre solution pour générer des KID. Donc nous avons une solution pour les KID et l'objectif c'est de créer une solution qui pas plusieurs solutions pour générer plusieurs documents, mais une solution où on va gérer toute la compliance des documents réglementaires de nos fonds. Et quand on parlait de planifier les actions d'un fonds, on parle de toutes les réglementations en fait. Donc je vais devoir générer mes rapports SFDR, mais je vais aussi devoir mettre à jour mon KID si mes scénarios de performance ont évolué de plus de 10%, etc. Donc le but c'est de créer un produit qui va gérer un maximum de réglementation. Donc on a PRIPS SFDR, nous réfléchissons à générer aussi les prospectus, notamment dans le cas d'une création d'un nouveau fonds. Et donc voilà, pour répondre à la question, notre ambition c'est de pas seulement couvrir une ou deux réglementations, mais vraiment le cycle de vie du fonds et la gestion des reporting réglementaires complète. D'accord, donc finalement en fait toute l'activité connexe au cœur de gestion, vous ambitionnez d'accompagner vos clients pour leur permettre de rester concentrés sur leur cœur de métier, mais tout ce qui est production finalement de l'amont, vu que tu parlais du prospectus en phase de constitution, déclaration du fonds, jusqu'à aux différents types de reporting en fonction des instances, des autorités et des typologies elles-mêmes de fonds soutenus. Si je peux rajouter quelque chose, c'est aussi la valeur ajoutée qu'on a, c'est que au sens IA, au sens NLP notamment, ça fait plus de 10 ans en fait que les modèles tournent. Et donc on sait que la valeur ajoutée c'est vraiment là-dessus en termes de machine learning. Et donc on a cet avantage sur le marché d'avoir cette spécificité d'IA pour la finance. Donc nos algorithmes sont entraînés depuis des années sur des documents financiers, prospectus, offering memorandum, etc., etc. Donc c'est vraiment ça le gros avantage qu'on peut avoir aussi à mentionner par rapport à votre univers d'institutions financières. Et comme Rui et moi, on est toujours un peu du ponté et du pondé, tu vois. Donc, juste tout dernier mot, la vision qu'on a partagée entre Outscale et
mes interventions, c'était d'aller capter la donnée le plus en amont possible, puisque l'idée c'est plus on est en amont, plus on maîtrise cette donnée. Et c'était, vu que c'est une aussi des grandes qualités et expériences de Dassault Systèmes, que de gérer un peu tout ce qui est gestion de projet, BPM. Dassault Systèmes est connu avant tout pour son logiciel Katia. Et c'est donc d'adapter cette expertise pour aller directement organiser, fluidifier, collecter toutes les inputs des moi j'ai travaillé longtemps dans la gestion d'actifs, dès ces comités un peu, à l'époque ça s'appelait comité de création de produits, comité de validation de produits, et donc dans ces comités-là, le marketing, les gérants, les commerciaux vont un peu brainstormer pour dire tiens, là on a peut-être un trou dans la raquette ou une opportunité, et c'est dès ces comités-là qu'il faut récupérer cette donnée, l'organiser et la capter et l'enregistrer pour au final pouvoir offrir pas simplement un Golden Data Repository, mais aussi un Golden Data and Regulatory Document Repository, et d'être vraiment là le centre de l'information réglementaire pour un asset serviceur, un asset manager. Voilà. C'est un peu cette vision qu'on essaye de porter. D'accord. Donc promouvoir le fait de considérer la maîtrise de la donnée quasiment dès l'origination d'un produit, en se préoccupant de la capacité à collecter les bonnes informations, au-delà des informations de marché sur les parts de parts, mais aussi tout ce qui peut être connexe, extra-financier. Et tout ce qui a déjà été produit, comme l'a dit Rui, de le parser avec de l'IA et de le récupérer rapidement. Très bien. Et oui, pardon. Donc une question dans la salle. Oui. De quand date la mise en place chez Pictet et combien d'autres clients utilisent? Alors, je répète la question pour l'audience en ligne. De quand date l'implémentation chez Pictet, et si vous pouvez le discloser, bien sûr, les autres clients et en cours. De quand date? C'est très récent. C'est très récent, ça fait quasiment 1 an qu'on travaille ensemble. Et puis sur les autres clients, je te laisse répondre. Et sur les autres clients, nous attendons les clients. Donc nous sommes à votre disposition pour faire des démonstrations. Vous aurez nos coordonnées évidemment à la fin de la session, et nous serons heureux de venir faire des démos. On va être présent, je fais juste une petite parenthèse, au Fun Forum à Monaco, donc le 25 et 26 juin prochain. Donc nous vous accueillons avec plaisir. Voilà. Très bien, mais écoutez, merci à vous. Je crois qu'on a... Est-ce qu'il y a d'autres questions? Et quelles autres solutions pour les acteurs de la finance avez-vous à proposer? On va pas faire toute la liste, mais on a quand même d'autres solutions. Et donc, on a une solution notamment pour tout ce qui est gestion de la compliance des fonds, qui est une solution complète, qui va permettre notamment aux banques dépositaires, et on a déjà un certain nombre d'acteurs qui utilisent cette solution en production. Je ne vais pas les citer aujourd'hui, mais il y a un certain nombre d'acteurs dépositaires, dont une très grande banque dépositaire, la 5e mondiale, qui utilise ce type de solution, et donc qui permet vraiment de gérer toute la compliance des fonds au sens post-trade. Et donc avec un certain nombre de core process, dont un qui est important, qui s'appelle Investment Compliance, donc qui est utilisé par les banques dépositaires clientes, et également d'autres core process qu'on propose du type cash monitoring, du type NAV review, et d'autres core process qui sont disponibles sur cette solution. Voilà. On a d'autres solutions, mais bon, je vous invite évidemment à parcourir également le site d'Artscale. Merci. Merci à vous. Écoutez, je crois qu'on est pile dans le timing. On va pouvoir maintenant échanger en direct. Merci à vous. Merci Gillian. Merci Mickaël, Georges, Gabriel. À très bientôt.